Bonjour à tous. Saviez-vous que les scientifiques utilisaient plus de 700 indicateurs pour reconstituer les variations climatiques du passé? Et oui, depuis 150 ans, le climat planétaire présente un réchauffement d'environ 1 degré Celsius et les scientifiques indiquent que ce changement a des conséquences importantes déjà observables sur la météorologie et sur l'ensemble des êtres vivants. Dans cette vidéo, j'aimerais que l'on s'approprie les outils nécessaires pour tenter de comprendre les causes des changements climatiques passés pour mieux appréhender le réchauffement climatique actuel. Pour comprendre le lien existant entre les activités humaines et le changement climatique actuel, je pense qu'il serait intéressant de retracer l'évolution du climat depuis une période très particulière datant du milieu du 19e siècle, donc autour de 1850. Il s'agit de la révolution industrielle. Sur ce document, vous présentant les écarts de température par rapport à la température moyenne mesurée durant une période précise, entre 1961 et 1990, eh bien, on observe une différence de température. Ici, la température moyenne à l'échelle mondiale a augmenté depuis 1850 de 1 degré. Et une remarque que l'on peut déjà faire ici, c'est que cette augmentation n'est pas vraiment régulière. Quand on observe l'évolution, cette fois-ci de la proportion du dioxyde de carbone, donc notre fameux CO2 dans l'atmosphère, depuis un temps beaucoup plus long, ici vous voyez que l'on remonte sur l'axe des X jusqu'à l'an 900, on peut voir plusieurs choses. Ici, pour vous, une chose à savoir, c'est que les mesures effectuées de 1958 jusqu'à nos jours ont été faites en continu, d'où la représentation graphique en continu, alors que avant 1958, les scientifiques ont pu mesurer le CO2 directement dans les bulles d'air présentes dans les glaces. Et pour cela, des sites de forage en Antarctique et au Groenland ont été réalisés. On observe alors que l'augmentation de la proportion en CO2 atmosphérique commence à partir des années 1800 et augmente régulièrement. Elle passe de 280 ppm à environ 405 ppm actuellement. Alors, ppm, c'est un acronyme qui signifie partie par million. C'est une unité de mesure communément utilisée par les scientifiques et concrètement, ça nous renseigne sur la quantité de molécules de CO2 que l'on va trouver sur 1 million de molécules d'air. Parallèlement à cette augmentation de CO2, voici l'évolution de la consommation mondiale d'énergie au cours du temps. Et on voit que cette augmentation est en grande partie liée à la combustion de carburants fossiles comme le pétrole, le charbon ou encore le gaz naturel. Et ça s'est même intensifié depuis 1960. De nombreux modèles et simulations ont été réalisés pour quantifier d'un côté les impacts dits naturels, comme les variations d'activité solaire ou encore le volcanisme, et des impacts liés aux humains. D'ailleurs, on parle d'effet anthropique pour cela. Et ces simulations montrent que le CO2 lié aux activités humaines est en partie responsable de l'augmentation de température depuis 1850. Et oui, le CO2 étant un gaz à effet de serre, eh bien, il provoque une augmentation supplémentaire d'environ 2,8 watts par mètre carré. Et cela est responsable de l'augmentation de la température depuis la révolution industrielle. Les scientifiques qualifient ce phénomène d'effet de serre additionnel. Vous savez, c'est ce qui se passe par analogie dans une serre de jardinerie. Je vous rappelle que les gaz à effet de serre ont la particularité d'être pratiquement transparents au rayonnement solaire et opaques au rayonnement infrarouge émis par la Terre. Et donc, l'énergie est piégée. Or, dans une serre de jardinier, la chaleur s'accumule à l'intérieur et le bilan thermique s'explique essentiellement par une analyse de la convection et non du rayonnement. En gros, ce sont les parois qui bloquent les échanges convectifs entre l'intérieur et l'extérieur de la serre. Et pour ne pas qu'il y ait de confusion avec cette image à l'échelle du globe terrestre, les scientifiques préfèrent utiliser le terme de forçage radiatif pour indiquer que ce sont les gaz en tant que composants de l'atmosphère qui bloquent le rayonnement infrarouge et qui ont des conséquences sur le bilan thermique de la Terre. Maintenant, et c'est à garder en tête, je l'ai déjà évoqué rapidement, mais d'autres phénomènes comme le volcanisme ou encore les activités solaires peuvent également influencer le forçage radiatif et donc modifier le climat. Ce sont ici des phénomènes naturels. Finalement, est-ce que le changement climatique actuel est quelque chose de singulier et d'inédit dans l'histoire de la Terre ? Prenons la période géologique du Quaternaire, qui correspond en gros à une période s'étalant de moins 2,6 millions d'années à aujourd'hui. Grâce à différents types d'indices datés de cette époque,
les scientifiques ont pu reconstituer le climat de cette période. Tout d'abord, les spécialistes en palynologie, ce sont les scientifiques qui étudient les grains de pollen retrouvés dans le sol ancien. Eh bien, ces scientifiques se sont intéressés au type de pollen retrouvés et conservés dans le sol de certaines régions à plus ou moins grande profondeur. Voici le résultat d'une analyse faite en France dans une tourbière présente dans la Loire. L'axe de gauche nous indique l'âge des différents pollens récoltés. Vous avez ensuite, pour une lecture horizontale, les abondances relatives des différents pollens. Actuellement, nous voyons la présence essentiellement de pollen de hêtre, de chêne, de pin et de cypéracées. Mais si l'on remonte le temps, on voit que les proportions des pollens des différentes espèces changent. Ici, vous voyez que dans cette région de la Loire, il y a plus de 6000 ans, les hêtres n'étaient pas présents et que l'on avait plus de bouleaux et de noisetiers. Donc pour vous, déjà à garder en tête, c'est que les végétations dominantes ont changé au cours du temps. Et si l'on remonte encore un peu plus loin dans le temps, au niveau des 11 000 ans, vous voyez qu'il y avait beaucoup de graminées, beaucoup d'armoises, de cypéracées et de pins. Or, lorsque l'on recherche dans quel type de climat actuellement on retrouve ces végétations dominantes ayant existé en ce lieu, eh bien par exemple, les cypéracées, armoises et graminées se localisent dans des régions de climat polaire. Ce type de paysage végétal se nomme toundra et se présente comme un très vaste tapis discontinu d'herbes, de mousse et de lichen. Ainsi, il y a 11 000 ans, au niveau de la Loire en France, était présente une végétation typique de climat froid, suggérant alors que le climat local à cette période était de ce type-là. Vous voyez ici ce que les pollens peuvent nous apporter comme type d'indication sur le climat passé. Autre type d'indice pour vous maintenant, on va parler de spécialistes en sédimentologie. Dans certains sites, comme ici par exemple dans les Hautes-Alpes, on peut observer ce genre de paysage avec la présence de ce que l'on appelle des demoiselles coiffées ou encore cheminées de fées. Comme vous le voyez, ce sont de grandes colonnes naturellement faites de roches friables et dont le sommet est constitué d'une roche plus résistante aux effets de l'érosion. Or, ces demoiselles coiffées ont été taillées dans des amas de roches appelés moraines, dont on trouve à l'intérieur des éléments très hétérogènes qui ne sont pas stratifiés et qui sont très mal consolidés. En fait, on trouve des éléments allant de la taille du grain de sable jusqu'à des blocs mesurant plus de 1 mètre. C'est pour dire l'hétérogénéité du contenu si vous voulez. D'ailleurs, si nous allons du côté du glacier de Moiry en Suisse, on peut à nouveau voir ces fameux amas de roches avec toute l'hétérogénéité des éléments à l'intérieur. Ce sont aussi des moraines. Les moraines sont des débris de roches qui ont été érodés et transportés par un glacier ou par une nappe de glace. Ce sont des dépôts glaciaires. Et ces données géologiques sont à garder en tête puisqu'elles nous indiquent clairement que dans une région donnée, et en l'occurrence ici pour nous, à cet endroit dans les Hautes-Alpes, eh bien, c'est parce qu'un glacier a été présent et a véhiculé tout cela que l'on rencontre ces moraines. Dans cette région des Hautes-Alpes, contenant ces demoiselles coiffées, vous n'avez pas de glacier et les terrains au sein desquels sont structurées les demoiselles sont datés du Pléistocène, c'est-à-dire datés donc d'une période entre moins 125 000 et moins 11 000 ans. Cela veut dire qu'il y a eu des glaciers durant cette période passée qui sont à l'origine de l'existence de ces moraines. Il s'agit pour vous, une nouvelle fois, d'indices, ici géologiques, et plus précisément en sédimentologie, vous permettant de reconstituer un climat passé. Des spécialistes en géologie isotopique récupèrent des carottes de glace en Antarctique et mesurent ce que l'on appelle le delta O18 de la glace. Allez, je vous explique tout cela. Comme on l'a vu dans la vidéo sur le temps et les roches, les isotopes sont des atomes présentant le même nombre de protons et d'électrons, mais dont le noyau comporte un nombre différent de neutrons. Et les isotopes sont dits stables lorsqu'ils ne sont ni radioactifs, c'est-à-dire qu'ils ne se désintègrent pas, et ni radiogéniques, c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas de la désintégration radioactive. Nous avions travaillé ensemble avec eux dans le domaine de la radiochronologie. Mais ici, étant stables, on les utilise en tant que traceurs de processus naturels et traceurs dans les échanges entre les différents réservoirs géochimiques, que ce soit les océans, l'atmosphère, les sédiments ou encore la matière organique. Bref. Les isotopes d'un même élément ont des masses différentes et ça,
ça entraîne des comportements différents lorsqu'ils sont impliqués dans des processus physiques, comme par exemple lors d'un changement de phase. Concernant notre oxygène, avec son isotope lourd O18 et léger O16, eh bien, lors de l'évaporation de l'eau, l'isotope léger, notre oxygène 16, passera plus facilement en phase vapeur. Et en revanche, lors de la condensation d'un nuage, c'est l'isotope lourd qui passera préférentiellement dans l'eau de pluie. Vous avez ici ce que l'on appelle un fractionnement isotopique. En d'autres termes pour vous, vous avez ici un choix préférentiel d'un des isotopes de l'élément oxygène lors d'un processus donné. Pour l'oxygène, l'isotope le plus fréquent est l'oxygène 16, représentant 99,76 de l'oxygène présent dans la nature. Et vous avez deux formes plus lourdes, dont l'oxygène 18, représentant 0,19%. Il faut savoir que les spectromètres de masse sont assez peu performants pour mesurer les valeurs absolues des rapports isotopiques. Mais par contre, ils sont très sensibles aux différences existantes entre deux rapports isotopiques. C'est pourquoi on compare le rapport de l'échantillon à celui d'un standard de référence. Ainsi, concernant l'oxygène, pour caractériser la composition isotopique d'un constituant, on utilise la notation du delta O18, ainsi définie. Delta O18 est égal au rapport O18 sur O16 de l'échantillon, moins le rapport O18 sur O16 de notre standard, le tout divisé par le rapport O18 sur O16 du standard et multiplié par 10 à la puissance 3. Le standard utilisé ici est une eau de mer ayant un rapport isotopique proche de la moyenne des eaux océaniques. On le nomme par l'acronyme SMOW, c'est-à-dire Standard Mean Oceanic Water. Sur ce graphique, vous avez les valeurs du delta O18 en fonction de la moyenne annuelle des températures de l'air. Ici, les calculs de notre delta O18 ont été réalisés grâce à des mesures sur des précipitations actuelles. Et vous voyez que lorsque la température augmente, selon la zone géographique, les valeurs du delta O18 augmentent aussi, passant de moins 50 pour le pôle sud à moins 2 pour les Barbades. Maintenant que l'on a tout le contexte, reprenons notre carotte de glace à partir de laquelle on va pouvoir calculer le delta O18 et déterminer le climat passé. Voici reportées sur ce graphique les différentes données obtenues sur l'axe des X et vous voyez qu'ils ont pu remonter jusqu'à moins 200 000 ans sur l'axe des Y. On observe assez clairement qu'il y a 20 000 ans, les valeurs du delta O18 étaient plus basses qu'actuellement, ce qui nous indique que le climat de cette période était plus froid. Et je peux même aller plus loin dans le temps et voir qu'il y a eu une alternance de périodes. Des climats froids, donc des périodes glaciaires, et de climats plus chauds, donc de périodes dites interglaciaires. Vous voyez ici que l'on peut reconstituer indirectement les variations des températures du passé. Allons plus loin ensemble. Notre thermomètre isotopique peut aussi être utilisé avec les carbonates des sédiments océaniques. Et notamment, les géologues arrivent à mesurer le delta O18 dans les coquilles carbonatées de ce petit organisme cellulaire appelé foraminifère que on trouve en très grande quantité dans les océans sous forme vivante mais aussi fossile. Et là, ça devient très intéressant pour reconstituer les climats passés. Alors, pour ce thermomètre isotopique, la formalisation du fractionnement isotopique entre l'eau et les carbonates n'est pas la même que celle vue précédemment. Il y a des différences et je ne le développe pas ici. Vous devez surtout comprendre et utiliser le concept. D'ailleurs, voici le graphique vous représentant le delta O18 des carbonates en fonction de la température de l'eau. Ici, ces données ont été calculées grâce à des mesures sur des coquilles formées récemment. Et vous voyez que plus la température de l'eau augmente et plus le delta O18 diminue. C'est donc l'inverse de ce que l'on a vu avec la glace. Et je vous rajoute maintenant les mesures de l'évolution du delta O18 dans les sédiments carbonatés océaniques. Globalement, tout ce que l'on a vu pour le delta O18 dans les glaces se retrouve en miroir entre les deux graphiques lorsque l'on remonte le temps avec des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Enfin, il peut encore se rajouter des indices de nature différente. Si vous avez la chance de visiter les restitutions de la grotte Chauvet en Ardèche, fréquentée par des humains entre moins 37 000 et moins 28 000 ans, avec ses peintures murales, ici vous voyez des animaux typiques des régions de toundra. Ici un bel exemple illustré
préhistorique de ce que vraisemblablement les humains avaient autour d'eux comme animaux. Un autre exemple très intéressant se situant dans les Bouches-du-Rhône, mais en pleine mer, voici la grotte Cosquer, dont l'entrée se trouve actuellement à 36 mètres sous le niveau de la mer, et qui elle aussi a été fréquentée par des humains entre moins 27 000 et moins 19 000 ans. Voici une peinture murale, on voit clairement la présence de pingouins. Ainsi, que ce soit les peintures rupestres avec les pingouins, ou encore le fait qu'un réchauffement du climat a pour conséquence une remontée du niveau de la mer, on comprend bien ici que le climat global dans cette période de temps était plus froid. Comment peut-on expliquer ces variations climatiques durant le Quaternaire? Alors, un point important ici à retenir, c'est que l'intensité de l'insolation est contrôlée par les paramètres orbitaux.